commencé la photo, c'était l'argentique à l'époque, donc à la maison. Mais j'ai jamais eu assez d'argent pour faire l'école de l'ETPA à Toulouse. Donc je me suis formée avec des copains en voyage, pendant des ateliers. Et c'est surtout grâce au voyage, je dirais que j'ai commencé à assembler photographie et écriture. Ici on est à Médine. Je la trouve à la fois symbolique et un petit peu énigmatique parce que sans la légende, on peut se demander que représente ce grillage. Est-ce que c'est une prison, une frontière? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit parfois une balle de tennis, une pomme, un citron. Et en fait, on est à l'université d'Antioquia. Donc j'étais avec une amie, Maïla, qui est une jeune artiste peintre colombienne. Voilà, et c'était l'heure du... Voilà, il devait être à peu près 16 h, on avait un petit creux. Et elle me dit, est-ce que tu veux qu'on aille ramasser des mangues? Et donc elle me donne une sorte de grande tige de bambou, comme une... Et c'était comme jouer au billard, mais en l'air, en fait. Tu vises une mangue et tu essayes de taper dedans. Et j'étais très maladroite et j'y arrivais pas. Et en fait, elle commence à en décrocher 1, 2, 3. Et là, le gardien de l'université arrive. Il y a un autre gardien qui est venu avec lui. Tout le monde, enfin, les 2 gardiens plus Maïla sont montés dans l'arbre. Et ils sont grimpés très, 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 très haut. Et une fois qu'ils étaient bien en place, ils ont dit « Oula, non, stress !» Ils ont commencé à secouer, secouer, secouer. Donc ça fait une pluie de mangues sur le campus. En fait, là, on est dans l'intérieur de l'université et puis il y a cette femme-là qui marche dans la rue, qui est très humblement vêtue et qui n'a pas l'air très en forme et qui s'approche de Mayra et qui lui dit « Hey, me das un mango, por favor ?» Mayra ne la connaissait pas et ça a été très naturellement qu'elle a donné le fruit. Et tu vois, souvent on a tendance à penser, peut-être, voilà, parce qu'on lit de gauche à droite, mais on pense que c'est la main noire qui reçoit et en fait non, c'est la main noire qui donne à une inconnue dans la rue. Et pour moi, l'Amérique latine, avant d'être la violence, l'histoire sanglante qui est là, qu'il faut raconter, c'est ça, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le partage en fait. Nous avons rencontré Odile Boucher, une femme engagée, présente au Ciné Latino depuis maintenant 25 ans. Elle a un long parcours ici, de traductrice de films jusqu'à leur mise en compétition. À la base, elle est arrivée dans le milieu en partant au pair, au Venezuela et en Argentine à 15 ans. Passionnée de littérature hispanique, elle est arrivée au Ciné Latino, qui vise à créer un lien entre les réalisateurs et le public, afin d'aider ces films créés dans des pays où les situations politiques sont très compliquées. Engagement, aide et lien, ce sont ces mots qui motivent Odile à continuer d'être présente aux éditions du Ciné Latino. Quand on travaille sur des festivals, c'est un gros pic et après ça redescend d'un coup. J'ai commencé en étant bénévole en fait sur ce festival et puis la personne qui était à la com avant moi est partie et donc là on m'a proposé en fait de postuler à ce poste. Ça commence à peu près 5-6 mois avant le festival en fait, où là on établit un plan de communication. Dans un premier temps, on commence en parallèle à travailler avec l'artiste qui va réaliser l'affiche. Et je me mets en contact avec les différents partenaires qu'on a. Et ensuite, j'établis tout un calendrier des moments en fait, où on va dévoiler l'affiche. Par exemple, ça c'est une des premières, un premier temps. Ensuite, où on va dévoiler certains focus ou sections de la programmation. Et après, on prépare donc tout ce qui est support print, donc tous les supports après qui vont être distribués, que ce soit des affiches, le programme général avec tous les films. Et en parallèle, il y a aussi tout le travail qu'on fait à la fois sur les réseaux sociaux ou sur le site web. Et ensuite, plus on se rapproche du festival et plus on prépare tout ce qui est inauguration du festival. Donc,
On invite les partenaires, les élus, voilà, et la remise des prix. On va dire que je commence vraiment à travailler sur la presse à partir du mois de début février, où là je réalise un dossier de presse et que j'envoie aux journalistes. Et puis régulièrement, à partir de ce moment-là, je leur envoie des communiqués de presse. On leur organise des projections de presse qui peuvent être privées pour qu'ils puissent voir les films, et on leur organise des interviews avec les réalisateurs et réalisatrices présents sur le festival. Et puis là, le 3 avril, ça va être la fin du festival. Et puis le 4, il va y avoir une grosse chute d'activité. Ok, c'est bon, vous pouvez enlever les ardoises. Vous allez bien? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bon, je m'appelle Alice Riff, je suis brésilienne, je suis réalisatrice, j'ai 37 ans et je produis surtout des documentaires. Vous faites ce métier, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'arrêter, par exemple? O que eu mais gosto é En fait, moi, ce que j'aime le plus, c'est dans le cinéma et dans le genre de films que je fais, c'est les rencontres. Parce que faire des films, ça nécessite un travail collectif, ça nécessite un travail de groupe, ça nécessite des échanges. Et en fait, on ne sort jamais d'un projet, on est transformé par le projet. En tout cas, dans le genre de film que moi je fais. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. C'est comment est-ce que cette expérience peut vraiment nous traverser et nous transformer. Et cette idée aussi de construire ensemble. 2018, ano de Eleições. Isso, eleições. O que tem para a gente escolher esse ano que vai ter, né, uma votação também? Grêmio? Eu fiz filme em uma escola. Et eu, enfim, passé 4 meses filmando. Par exemple, le dernier film que j'ai fait, donc j'ai tourné dans une école pendant 4 mois. Et une fois que le film est sorti, en fait, on a beaucoup voyagé avec les acteurs, donc avec les jeunes avec qui j'ai tourné. Et en fait, c'était assez marrant parce que, comme on était ensuite avec les acteurs qui étaient là, le public, il ne faisait pas la différence entre les actes, enfin en fait le rôle qu'ils avaient. Donc par exemple, il y en avait un qui était un peu un bad boy dans le film, et les gens quand ils sortaient, ils le prenaient vraiment pour ça, alors qu'en fait c'était son jeu, enfin c'était son rôle quoi. Et donc voilà, ça, il y a eu plusieurs situations comme ça assez marrantes et où c'était peut-être ça comme expérience. Viajando e pensando filme e personagens. É trabalho que é bastante instável. C'est un métier qui est très très instable. Donc on dépend beaucoup de la conjoncture politique du pays dans lequel on est. Et donc ben voilà, ça change vraiment d'un moment à l'autre, d'une année à l'autre, d'un gouvernement à l'autre. Et donc je pense qu'il faut être vraiment très pugnace, persister dans ce qu'on a envie de faire, être assez résilient aussi d'une certaine manière. Et d'autant plus dans un pays où il y a quand même des ressources assez limitées pour financer l'audiovisuel et le cinéma. Mais à la fois, moi je ne sais rien faire d'autre. Ce qui me maintient en vie, c'est vraiment ce désir de filmer et de raconter des histoires. Donc voilà. Donc bonjour, je m'appelle Muriel Pérez et je suis interprète. Alors moi je travaille que dans l'audiovisuel. Donc je fais des sous-titres de films, je fais des traductions de scénarios. Et je suis interprète dans 2 festivals. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, de travailler sur des tournages aussi. Et donc là, du coup, de partir au Brésil pour travailler sur un tournage, pour être interprète sur un tournage. En fait, j'aime bien cette idée d'être un liant. En fait, grâce à moi, 2 personnes qui ne se comprennent pas peuvent se comprendre. Ou un public peut rencontrer un film. Quand je fais des sous-titres, par exemple, et du coup, là, c'est pas de l'interprétariat direct, mais quand je fais des sous-titres, bah, ça permet à un public de rencontrer une sensibilité, un monde, etc. Et donc, j'aime vraiment bien cette idée-là d'être un peu une passeuse, quoi.
petit morceau de Cantal. Je suis la chargée de logistique de programmation du festival et c'est un poste qui consiste globalement en 2 temps. D'abord accompagner la recherche de la copie du film pour qu'il puisse effectivement être projeté en salle pendant le festival, et ensuite la gestion des plannings, des invités, des interprètes, des anges gardiens, etc. Si le film n'est pas sous-titré, est en langue originale, on le fait ensuite sous-titrer par une entreprise partenaire ou par des bénévoles du festival. Et une fois qu'ils sont sous-titrés et que je me suis assurée qu'on a effectivement le bon fichier, le bon film et où il se trouve, j'envoie toutes ces infos à ma collègue Hélène qui s'occupe de la suite. Juliette m'indique en effet qui est notre contact et quel type de matériel on peut obtenir. Est-ce que s'il s'agit d'un film qui est ancien, on va pouvoir éventuellement projeter une copie 35 mm, et la plupart du temps et le plus souvent maintenant en fait c'est un format numérique qui s'appelle le DCP, qui est une norme en fait de projection de fichiers numériques. Et il se trouve que cette année, c'est la première année qu'on n'a aucune 35 mm, qu'on a reçu uniquement des DCP. Dans le cadre où on compte recevoir un DCP, je m'occupe de le télécharger et de faire une vérification technique, c'est-à-dire est-ce que le fichier correspond bien à la norme et pas corrompu, est-ce qu'il y a toutes les infos. Une fois que cette vérification technique elle est faite, je vérifie si on a bien les infos qu'on est censé avoir, c'est-à-dire s'il y a bien les sous-titres, s'ils sont dans la bonne langue et s'ils sont bien placés, si l'image est normale, si le format est normal, etc. Dans le cas où c'est bon, après je vais m'occuper de le livrer au cinéma et de leur expliquer s'il y a des problématiques spécifiques à ce film, ce qu'il faut, ce à quoi ils doivent prêter attention. Empecé a trabajar en un cine como proyeccionista en el momento cuando estaba todavía el 35 milímetros. Un trabajo muy manual porque teníamos que montar las películas, prepararlas y ahora desde 2012 solo es un trabajo con un ordenador. Me parece menos interesante que antes, más fácil. Claro. También mejor para la espalda, porque antes teníamos que cargar películas que podían pesar como 30 kilos. Así que muchos proyeccionistas de antes tienen problema de espalda. Ahora solo son discos duros, todo bien, o descargamos directamente con internet. ¿Usted sí cree que vale la pena? ¿Qué? Llevarla hasta Bogotá sin saber que la madre la vaya a recibir. Prise 1 sur 1, ça tourne. Hola, ¿puedes te presentar? Claro que sí, muy buenas para todos y todas. Mi nombre es Joyner Salgado Acosta. Con Eliezer, que me voy con usted para Bogotá. Desde pequeños has gustado el teatro y todo? Sí, desde muy niño, en realidad Donc oui, en fait, depuis que je suis petit, j'ai vraiment ce rêve. Et je vais vous raconter une petite anecdote, si vous le permettez. En fait, mon père, donc, il est prof et il est aussi fasciné par le théâtre. Et
Quand j'avais environ 5 ans, il y a une grande fête qui est populaire dans la ville où je suis, d'où je viens, qui est la fête de la Chandeleur. Et à cette époque-là, donc j'avais 5 ans, et j'ai vu une pièce de théâtre dans laquelle mon père et un homme et une femme jouaient. Et en fait, dans cette pièce, mon père a tué l'homme, puis ensuite s'est tué lui-même. Et donc moi, j'étais complètement paniquée. Et jusqu'à ce qu'à la fin, finalement, mon père, je vois mon père vivant, etc., et je comprenne que c'était une représentation. Et en fait, depuis ce moment-là, je me suis dit que je rêvais de ça, que je rêvais d'avoir, d'un jour, pouvoir représenter sur les écrans. Et voilà, même si je ne suis pas si vieux que ça, je pense avoir réussi à réaliser ce rêve. ¿Y tú te fuiste triste cuando viste que te fuere con la policía? Sí, porque hay algo muy particular en esta peli. Dans la méthode du tournage, il y avait quelque chose qui était assez particulier, qui est qu'en fait, on n'avait pas le scénario. Nous, les acteurs, on ne savait pas comment le film allait terminer, donc je ne savais pas comment est-ce que mon personnage allait terminer. Et donc, voilà, je construisais mon personnage scène après scène, jour après jour même, pour le dire comme ça. Et donc ce moment-là où en fait les paramilitaires, les FARC, enlèvent mon personnage, m'enlèvent, j'étais évidemment très très émue parce que je me suis rendu compte que voilà, tout ce que j'avais construit jusqu'à présent, c'était au final pour en arriver là. Et c'était hyper émouvant parce que c'est des choses qui arrivent. Et vraiment, dans ce film, le réalisateur montre des choses qui sont réelles, pas des choses qui sont irréelles ou surréelles. Et d'ailleurs, dans le film, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais Carlos, qui donc le personnage qui joue le frère aîné, lui, il s'est complètement effondré, il a éclaté en sanglots et il a dû sortir du tournage parce qu'il pleurait trop en fait à ce moment-là. Et la situation, enfin c'était du coup une scène qui était devenue très 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 émotive. Et dans le film, ça se voit pas trop parce qu'ils ont pas fait de gros plans sur lui à ce moment-là, mais il avait vraiment les yeux humides en fait, et il a dû sortir du tournage tellement il pleurait quoi. ¿Tú piensas que tu personaje qué va a hacer? Wow, gran pregunta. Qué pregunta porque justo, o sea, son muchas las posibilidades, ¿verdad? Y me gusta dejarlo al aire, precisamente. O sea, como que no darle un fin a Toño. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. C'est-à-dire, je voulais pas que... En fait, ça me plaît de ne pas savoir ce qui est arrivé à Toño. Tout est possible. Peut-être qu'ils l'ont tué. Peut-être que finalement, il est devenu comme tous les autres guerrilleros. Peut-être qu'il a réussi à s'échapper. Ou peut-être qu'il a réussi à retrouver son père, comme il le dit lui-même au moment où il s'en va. Et en fait, je trouve ça génial de ne pas savoir ce qui m'est arrivé à moi-même.